L'exposé qui suit est consacré à une période très brève, les quelques années où sont apparues les premières associations ouvrières à l'origine du Parti social-démocrate d'Allemagne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que l'Allemagne était, en ce milieu du XIXe siècle, une confédération d'États indépendants, une quarantaine environ. Ces États étaient très marqués par l'arriération féodale. Les plus grands étaient les royaumes de Bavière, de Saxe, de Prusse, et bien sûr l'Autriche, dont le monarque était en même temps l'empereur germanique. La Révolution de 1848 avait mis à l'ordre du jour l'objectif d'une Allemagne moderne et unifiée. Mais après l'écrasement de cette révolution, le rêve d'une Allemagne moderne, démocratisée et unifiée, avait semblé s'évanouir sous la chape de plomb de la réaction. Pourtant, 10 ans plus tard, on observe soudain un retour à une vie politique animée. Vers la fin des années 1850, à la faveur de l'accroissement récent de l'activité industrielle et commerciale, les bourgeois libéraux deviennent majoritaires dans les vieux parlements des États. Ces bourgeois revendiquent alors, à nouveau, leur place dans les affaires publiques. Et c'est en Prusse que l'évolution est décisive. La Prusse, elle est plus développée économiquement. Elle apparaissait depuis plus d'un siècle comme le challenger de l'Autriche pour le leadership en Allemagne. Or, en 1859, l'Autriche est mise en échec en Italie. Le trône impérial est ébranlé, et avec lui toute la vieille confédération, au moment où le combat des républicains italiens pour l'unité de leur pays ranime en Allemagne la flamme de l'unité politique. Le mouvement national allemand prend alors une forte ampleur. Les libéraux contournent la censure, ils occupent l'espace public, ils multiplient leurs apparitions sous les prétextes les plus divers. Par exemple, il y a des centaines de cérémonies qui commémorent le 100e anniversaire de la naissance du poète Schiller. Eh bien, ces fêtes sont matière à des manifestations de masse en faveur de l'Allemagne unie. Schiller, c'était un poète qui avait célébré la Révolution française, et il était, comme Goethe, vénéré tel une idole nationale. Or, au même moment, une crise éclate au sommet de l'État prussien. En 1860, le nouveau roi de Prusse fait connaître sa volonté de professionnaliser son armée et d'en augmenter considérablement le budget pour la mettre au service de ses seuls intérêts dynastiques. Cette fois, le choc est frontal avec les libéraux. Le conflit est d'autant plus violent que les élections en décembre 1861 renforcent encore l'opposition. Dans un tel contexte, la crise prussienne s'ajoute donc au mouvement général pour l'unité qui, cette fois, enflamme tous les esprits en Allemagne. La crise est d'ailleurs si grave que le roi de Prusse est alors persuadé qu'une révolution arrivera bientôt et qu'il subira le sort de Louis XVI. Il tente alors sa dernière carte et fait appel au comte Bismarck, qu'il nomme chancelier. Bismarck, il a déjà une longue carrière politique derrière lui. D'ailleurs, le roi précédent disait de lui qu'il était un réactionnaire assoiffé de sang. Et Bismarck a bien compris qu'effectivement, la bourgeoisie libérale est en situation de prendre le pouvoir, mais que celle-ci, se souvenant avec effroi des interventions populaires dans les précédentes révolutions, elle est en même temps très attentive à ne pas mettre le prolétariat en mouvement. Bismarck va s'inspirer de ce que Napoléon III fait au même moment en France. Il va jouer la carte du prolétariat contre la bourgeoisie. À peine arrivé au pouvoir, c'est donc Bismarck, un monarchiste, qui fait savoir qu'il est favorable à l'introduction du suffrage universel et qu'il est prêt à financer des coopératives ouvrières. La bourgeoisie comprend évidemment parfaitement la manœuvre. Elle s'engage à son tour dans la conquête politique du prolétariat. Je cite ici August Bebel, le futur dirigeant de la social-démocratie, et dont l'autobiographie est un des rares témoignages vivants sur le mouvement ouvrier de cette époque. L'ampleur que le mouvement pour l'unité allemande avait pris et la grande importance qu'il pouvait encore prendre poussa les plus clairvoyants des libéraux à faire très tôt attention aux ouvriers et à les gagner à leurs objectifs politiques.
Ce qui s'était passé en France dans les 15 dernières années, le développement rapide des idées socialistes, les combats de juin, le coup d'État de Louis Bonaparte et sa manière démagogique d'utiliser les ouvriers contre la bourgeoisie libérale, tout cela fit que les libéraux jugèrent opportun de prévenir de semblables incidents en Allemagne. À partir de 1860, les libéraux s'appuyèrent sur l'envie des ouvriers de créer des associations ouvrières. Ils encouragèrent celles-ci en essayant de mettre à leur tête des personnes qu'ils jugeaient de confiance. Et Bebel ajoute, au début des années 1860, ces associations ouvrières se multipliaient, jaillissant de terre comme les champignons après une chaude pluie d'été. Alors comment apparaissent ces associations d'éducation ouvrière, c'est-à-dire des associations bien ouvrières, mais libérales, et donc pas du tout socialistes? Tout commence par une affiche ou une annonce dans la presse, invitant à une réunion publique en vue de fonder, dans telle ou telle ville, une association culturelle pour les travailleurs. Le public visé par les bourgeois libéraux n'est pas l'ouvrier d'usine, mais le compagnon, l'apprenti, l'ouvrier qualifié des fabriques ou le petit artisan indépendant. La réunion se tient dans une salle de concert, dans la salle de bal d'une brasserie ou d'un café. La foule de ces travailleurs, car ils sont parfois plusieurs milliers, a souvent bien du mal à prendre place, tant le succès des associations est grand. On y élit alors un comité de direction, on y définit le prix de la cotisation à des seins très faibles. La bourgeoisie libérale envoie dans ces associations d'éducation ouvrière ses meilleurs représentants. Les professeurs les plus éminents y dispensent des conférences scientifiques ou historiques de haut niveau. Des riches mécènes des municipalités mettent des fonds à disposition pour la création de bibliothèques ou diverses activités de loisirs, comme bien sûr les théâtres ou les chorales. Mais on propose surtout des cours d'anglais, de français, de sténographie, de comptabilité, d'allemand ou d'arithmétique. Tout ça c'est très important pour des ouvriers encore persuadés de se mettre un jour à leur compte. L'autre attrait de ces associations vient du caractère démocratique de leur fonctionnement. Toutes les sections ont un bureau régulièrement élu, et chaque année, le comité qui les chapeaute est soumis à une nouvelle élection. À Leipzig, capitale de la Saxe, mais une petite ville quand même de 80 000 habitants, l'association à laquelle August Bebel a adhéré en 1861, elle compte 500 membres après seulement un an d'existence. Or, à l'opposé des calculs des libéraux et de Musmark, et surtout à leur grande fureur, ces associations libérales vont faire émerger un mouvement ouvrier conscient et totalement autonome. En effet, dans ces associations, une petite minorité d'ouvriers conteste très vite la politique de la bourgeoisie libérale. Les ouvriers radicaux dénoncent en premier lieu le paternalisme des libéraux vis-à-vis des travailleurs. Voici, par exemple, un discours tenu début 1862 à Leipzig par un des leaders les plus connus du mouvement libéral, le juriste Hermann Schulze. Dans son discours, Schulze explique que pour s'émanciper de leur existence misérable, les travailleurs doivent uniquement compter sur les amis du peuple et se contenter d'être des membres spirituels du mouvement libéral. Il précise bien l'ouvrier dont la vie est si difficile financièrement, qu'il vit au jour le jour, a-t-il le temps et l'esprit pour s'occuper des affaires publiques? Mais non, bien sûr que non. Évidemment, ce discours fait bondir les ouvriers radicaux. Mais cette minorité radicale revendique une participation active de la classe ouvrière à la vie politique et le suffrage universel, direct et secret. On débat bien sûr de la question allemande, mais aussi de mettre les questions ouvrières à l'ordre du jour d'un futur parlement d'une Allemagne unifiée. On réclame la direction exclusive des caisses maladie ou d'invalidité, et aussi on réclame la tenue d'un congrès général des ouvriers de toute l'Allemagne. Dans ce contexte bouillonnant, un homme va faire sensation. Il s'agit de Ferdinand Lassalle. Celui-ci était un intellectuel d'un milieu aisé, mais très tôt révolté par les injustices et la misère. Il avait participé au combat de 1848, ce qui lui avait valu la prison,
puis d'être banni de Prusse. Or en 1862, sentant la crise venir dans les associations ouvrières, Lassalle publie un ensemble de textes dans lequel il développe ce qui doit être, selon lui, le programme du Parti ouvrier. Ces textes ont un véritable écho. Lassalle est invité à développer son programme dans de nombreuses assemblées ouvrières, et le 23 mai 1863, avant même la tenue du premier congrès général ouvrier qui était en préparation, il fonde à Leipzig l'Association générale des travailleurs allemands. Dans cette impatience, il y a aussi bien des illusions. Notamment, Lassalle, dont l'association est purement politique, se fixe pour but exclusif la conquête du suffrage universel. Je cite Lassalle. L'ordre ouvrier doit se constituer en parti politique indépendant et faire du suffrage universel égal et direct le slogan et la bannière de ce parti. La représentation des ouvriers dans les organes législatifs de l'Allemagne est la seule chose qui peut satisfaire leurs intérêts légitimes en termes politiques. En fait, Lassalle est réformiste. L'obtention du suffrage universel est pour lui la clé du problème social. Et surtout, croyant à une rapide poussée ouvrière, il rejette comme inopportuns les combats démocratiques pour la liberté d'association, de réunion, voire l'armement du peuple. Ce serait pourtant, pensent ceux qui s'opposent à Lassalle, autant d'étapes dans la formation des travailleurs, et ce qui leur permettrait d'exprimer une opinion autonome dans les élections. Lassalle, en réalité, est opportuniste. Bien sûr, il voit clair dans la politique bonapartiste de Bismarck, mais il croit cependant pouvoir le prendre à son propre jeu. Et comme dit Bebel, je le cite encore, « Il est vrai que le jeu de Lassalle, à l'égard de Bismarck, était extrêmement particulier. Campé sur sa haute estime de soi, et comptant sur sa position sociale indépendante, il croyait pouvoir traiter Bismarck de puissance à puissance, avant même d'avoir une force derrière lui. » Lassalle avait d'ailleurs une expression pour ça, il disait « Quand je mange des cerises avec Bismarck, je ne lui laisse que les noyaux. » Et ainsi, Lassalle s'invite à plusieurs reprises nuitamment chez Bismarck pour le convaincre que le suffrage universel apporterait de la stabilité politique en Allemagne. En réalité, c'est Bismarck qui utilise Lassalle. Le chancelier fait fuiter, comme on dit dans la presse, toutes ces rencontres, et tout comme il fait savoir qu'il est non seulement favorable au suffrage universel, mais qu'il est prêt à faire financer des coopératives ouvrières. Bon, Bismarck n'a bien sûr nulle intention de satisfaire la moindre des revendications ouvrières, mais comme on l'a vu, il vise à limer les griffes des libéraux, dont il dit lui-même « Ils me haïssent, mais ils redoutent encore plus la révolution ». Le succès de Lassalle est en fait limité. Il en est lui-même déçu. Son association, c'est-à-dire son parti, n'attire qu'une minorité d'ouvriers. Et bien que Lassalle marque très fortement de son empreinte le mouvement ouvrier, car il est le premier à formuler et concrétiser cette idée d'un parti, son opportunisme éveille bien des doutes dans les associations ouvrières. Alors en 1863, le mouvement ouvrier allemand, il est donc formé d'une part de l'association de Lassalle, dont les sections locales existent surtout le long du Rhin, et d'autre part des associations ouvrières libérales, encore en pleine transformation, dans la partie centrale et méridionale du monde germanique. Ces associations connaissent alors une double évolution. Alors tout d'abord, elles continuent de se développer numériquement. Elles se multiplient dans toutes les villes, mais aussi en Suisse et dans les territoires sous domination autrichienne, voire bien au-delà, dans les territoires tchèques ou hongrois, où sont implantées de fortes colonies allemandes. Les femmes aussi affluent, et pas seulement à l'occasion des festivités. Des associations de femmes, d'ouvrières se forment aussi, et une fois par an, la plupart de ces associations allemandes se retrouvent lors d'un grand congrès général. Cependant, en plus de cette évolution numérique, elles connaissent aussi une évolution politique. Une évolution qui est suivie avec une méfiance grandissante par la bourgeoisie qui, lentement, retire ses financements et ses soutiens humains. Alors, qu'est-ce qui explique ce tournant dans l'opinion ouvrière ? Eh bien, c'est que ces années 1860, 1870, 80 sont riches en événements politiques
et qui pousse la bourgeoisie libérale à découvrir son jeu. Par exemple, ce sont des années de prospérité. Il y a de nombreux conflits pour les salaires, qui sont souvent perdus, mais ils éclatent dans les villes les plus diverses. Et ces grandes grèves démontrent les limites de ce que les bourgeois entendent par démocratie ou liberté, notamment quand ils s'opposent à la création des syndicats. Ou encore ces patrons, bien que libéraux, continuent de s'échanger les livrets d'ouvriers sur lesquels ils notent les faits et gestes de leurs ouvriers, alors même que les travailleurs, ils réclament bien sûr leur abrogation. Quant aux députés libéraux, ils montrent peu d'entrain à combattre les lois qui font obstacle aux luttes du prolétariat sur son terrain de classe. Mais c'est l'issue dramatique de la question allemande qui va arracher définitivement la classe ouvrière au mouvement libéral. La crise s'ouvre en 1864, lorsque, à la suite d'une querelle de succession, 2 duchés allemands du nord de l'Allemagne sont soudain menacés de passer sous contrôle exclusif du Danemark. Mais alors que toute la population allemande se mobilise pour l'indépendance de ces territoires, c'est l'armée de la seule Prusse, comme d'ailleurs c'était prévisible, qui prend réellement l'initiative, et Bismarck fait annexer les 2 territoires au seul royaume de Prusse. Ce renforcement territorial de la Prusse inquiète évidemment l'Autriche et débouche en 1866 sur une guerre fratricide entre ces 2 États allemands et leurs alliés. Or, à la surprise générale, c'est la Prusse qui écrase l'Autriche. Et pour le camp démocrate, c'est une catastrophe, car cette guerre, elle scinde l'Allemagne en 3. Il y a d'un côté l'Autriche, de l'autre côté cette grande Prusse, et coincé entre les 2, il y a les petits États centraux. Or la bourgeoisie libérale, mais aussi la majorité de la petite bourgeoisie radicale, recule devant tous les coups de force de Bismarck et se montre en réalité satisfaite d'un ersatz d'Allemagne unifiée, mais surtout acquise par le haut, sans risquer l'intervention ouvrière. Cette trahison va déchaîner la colère des ouvriers démocrates et elle va précipiter la scission dans les associations ouvrières. Les plus radicales d'entre elles, comme celle que dirige maintenant August Bebel depuis Leipzig, entament des discussions avec l'Association internationale des travailleurs, donc la première internationale, créée en 1864 à Londres sous le patronage de Marx. Et en 1868, un certain nombre de ces associations, qui regroupent quand même au total plus de 10 000 ouvriers, adhèrent à l'internationale. Un an plus tard, réunies dans un dernier congrès à Eisenach, en Saxe, ces associations se transforment en Parti social-démocrate d'Allemagne. C'est donc une rupture complète, et cela signifie notamment, concrètement, que le mouvement ouvrier, il a pris le chemin de l'indépendance. Par exemple, les travailleurs présentent désormais, là où ils en ont les moyens, des candidats aux élections face à toutes les nuances politiques des classes exploiteuses, y compris les bourgeois démocrates. Et afin d'afficher d'ailleurs leur désapprobation du morcellement de l'Allemagne, les militants social-démocrates établissent le siège du parti en Saxe et sa commission de contrôle à Vienne, donc en Autriche. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il a adhéré à l'internationale et qu'il se proclame social-démocrate que le parti est constitué d'une phalange d'ouvriers socialistes conscients. Par contre, ce sont les événements nationaux et internationaux qui continuent d'accélérer la mutation du parti. Notamment, citons la guerre de 1870, c'est-à-dire une guerre entre l'Allemagne et l'Empire de Napoléon III, suivie de l'invasion de ce qui va devenir la République française, puis les armées prussiennes et la création donc du nouvel empire allemand de Guillaume Ier. Notons au passage que cette victoire, qui a exacerbé le chauvinisme en Allemagne d'une façon inouïe, a précipité la bourgeoisie allemande, petite et grande, dans les bras de l'empereur. Ce passage de la bourgeoisie dans le camp de la réaction va rendre donc inutile la politique bonapartiste de Bismarck et notamment sa politique hypocrite à l'égard du mouvement ouvrier. Et il va même s'engager dans un tournant répressif, cette fois, à l'égard des associations ouvrières. Cela discréditera l'opportunisme en cours chez les Lassalliens et cela convaincra d'une politique de lutte de classe, ouvrant la route à l'unification du mouvement ouvrier. Et puis c'est la Commune de Paris, premier exemple d'un État ouvrier qui fera faire un bond aux idées socialistes au sein du mouvement ouvrier d'Allemagne.
La Commune, elle sera célébrée, suivie, soutenue par une très forte mobilisation populaire en Allemagne. C'est d'ailleurs l'influence de la Commune qui déterminera en 1875 la fusion des deux courants, les Lassalliens donc, et les Eisenariens, dans une seule partie social-démocrate. Je ne parlerai pas des conditions de cette fusion, ni de la critique virulente qu'en firent Marx et Engels. Dans les faits, les mises au point nécessaires pour purger le parti de ses dernières illusions réformistes et opportunistes ne purent se faire dans les 10 années qui suivirent. Ces 10 années où se sont abattues sur le parti toute la chape de plomb des lois antisocialistes. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. C'est celle d'un parti qui deviendra un parti de masse. Pour conclure, je voudrais revenir sur un préjugé qui veut que les opprimés se battent quand ils ont faim. Bien sûr, ce facteur ne peut être négligé, mais c'est faire l'impasse sur le rôle essentiel des facteurs politiques. En 1860, c'est la question de l'unité allemande qui a mis les masses en mouvement, et c'est ensuite l'expérience des renoncements des libéraux, puis des démocrates bourgeois, qui ont transformé les associations ouvrières en écoles de formation socialiste. Et ce ne sont pas les ventres vides, mais la conscience qui a poussé les ouvriers d'Allemagne en avant. Et c'est en tirant le bilan de ces expériences politiques que cette génération ouvrière a jeté les bases de ce qui est devenu le plus grand parti socialiste d'Europe et qu'elle a pris toute sa place dans le combat politique pour la transformation du monde.